BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Benahouda, on commence notre tour du monde par l'Alberta. Allez, on va dire État émergent d'un grand pays qui est le Canada. Oui, c'est une nouvelle région dynamique dans l'espace économique du Canada. L'Alberta est confronté actuellement à de graves pénuries d'eau. Ces secteurs pétroliers et agricoles ô combien prospères vont devoir s'adapter à ce stress hydrique, à cette nouvelle donne, et il se pourrait bien donc qu'une page soit en train de se tourner. On a en fait ici un panorama très instructif quant à cette très grande prospérité jusqu'ici de cette province de l'Ouest canadien, texte d'un chercheur mexicain, professeur à l'UNAM. L'UNAM, c'est la plus importante université publique du Mexique. José Luis Ayala Cordero considère que cet essor albertain doit beaucoup à l'intégration économique nord-américaine lancée en 1994 avec l'ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord. Il explique comment la région agricole canadienne des Prairies a pu consolider son propre développement à partir de sa géographie, certes, mais aussi de ses ressources naturelles, de ses forces vives. Et c'est ensuite, à partir de 2006, que l'Alberta a renforcé cette position dans cette intégration nord-américaine en tant que plus important producteur de pétrole du Canada. L'ALENA lui a ouvert en très grand l'accès aux marchés internationaux. Et par ce dynamisme pétrogazier et agricole, bœuf, blé, colza, cette province est parvenue à modifier l'équilibre même politique, économique et identitaire, selon l'auteur du pays. C'est la première ministre conservatrice de l'Alberta, Danielle Smith, qui a eu cette phrase de campagne: « Nous ne demanderons pas à Ottawa, la capitale, la permission d'être prospère et libre ». Pour le professeur Ayala Cordero, la prédominance du Parti conservateur a renforcé l'approche libérale du statut pétrolier albertain, et ce qui a consolidé un monopole politico-économique, je cite, d'une bourgeoisie albertaine, en mesure de traiter maintenant donc de manière très assurée, aussi bien avec son gouvernement fédéral, cette lointaine Ottawa, qu'avec cet immense voisin, les États-Unis. Direction l'Ukraine, Benahouda, mais comment fait-on pour moderniser son réseau ferroviaire en temps de guerre ? Oui, c'est en Ukraine occidentale, c'est son importance. À côté des considérations stratégiques, géopolitiques, dans la perspective d'une éventuelle adhésion de l'Union européenne, de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a toujours des jalons techniques à poser, dont on entend très peu parler. Et là, on le voit dans cette recherche collective du Centre d'études est-européennes de l'OSW, c'est un important institut polonais. On voit comment le gouvernement ukrainien s'appuie sur cette guerre en cours pour procéder à la transformation rapide de l'infrastructure ferroviaire dans l'ouest du pays. La priorité actuelle, c'est un plan d'extension des chemins de fer à écartement standard de 1435 mm utilisé dans la grande majorité des pays de l'Union européenne, par opposition à l'écartement des rails large de 1520 mm qui prédomine dans l'ancien espace soviétique dont, rappelons-le, l'Ukraine faisait partie. L'État ukrainien, et fait toujours partie d'ailleurs, l'État ukrainien a l'intention de déplacer les opérations de transbordement des terminaux frontaliers vers des centres logistiques situés à proximité de Lviv. Lviv, c'est la plus grande ville de la partie occidentale de l'Ukraine, qui se trouve à seulement 70 km de la frontière polonaise. D'accord. Il est également prévu de relier cette nouvelle plateforme régionale autour de Lviv du réseau ferroviaire de la Roumanie, grâce aussi à ce passage à l'écartement standard européen des rails. L'accès au fonds d'adaptation de l'Union européenne à cet égard serait facilité. Mais Slavomir Matoutzak et ses co-auteurs préviennent que si l'Ukraine décide d'une mise en œuvre unilatérale de ces projets logistiques, de ces projets ferroviaires, sans prendre en compte les intérêts de ses voisins, le dossier des chemins de fer, après celui très sensible de l'agriculture, peut provoquer de nouvelles protestations à travers l'Europe centrale. Pour ces experts polonais, il faut donc trouver une solution mutuellement bénéfique, je cite, sur l'emplacement des plateformes de transbordement et des centres logistiques pour gérer les échanges entre l'Ukraine et ces pays d'Europe centrale. Le scénario idéal, écrivent-ils, impliquerait le lancement immédiat de consultations entre les États de la région et l'Ukraine concernant ce modèle de relation des transports frontaliers. Et enfin, Benahouda, vous nous présentez une recherche, une économie politique de Zawiya, groupe armé et société. Oui, Zawiya, qui est en Libye. C'est un travail de recherche publié par le Small Arms Survey à Genève, cofinancé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Rappelons que l'État libyen s'est désagrégé à la suite du renversement du colonel Muammar Kadhafi en 2011. Wolfram Lacher, un spécialiste allemand reconnu, même remarquable de la Libye, se penche sur la 4e ville du pays, Zawiya,
qui depuis 2015 subit une violence endémique avec non pas des affrontements continus, mais des affrontements intermittents. Zaouïa est une agglomération côtière d'environ 350 000 habitants qui est située à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la capitale Tripoli. Et elle voit s'opposer 4 groupes armés qui structurent une économie politique. 4 qui se partagent cette ville Ouais. et par extension influent sur l'ensemble de l'ouest du pays, la Tripolitaine. Ces 4 forces en présence diffèrent fondamentalement les unes des autres par leur composition, par leur modèle économique, par leur relation aussi avec la société locale. L'auteur distingue toutefois la Brigade 52, qui dépend entièrement du financement par le gouvernement de Tripoli, des 3 autres groupes, ancrés eux dans des activités illicites. Wolfgang Lascher écrit d'ailleurs que la Brigade 52 a acquis la réputation d'une sécurité disciplinée. À Zaouïa, cette prédation exacerbée s'opère en fonction de la base sociale à laquelle une milice est rattachée. On a aussi une description extraordinairement détaillée de chaque composante au travers de l'argent des trafics de migrants, de carburant, de drogue. Ainsi, ces 4 groupes, ces groupes ont étendu leur capacité jusqu'aux zones frontalières avec la Tunisie, avec l'Algérie. Mais le chercheur décrit aussi comment, à l'image d'autres factions armées libyennes, celle de Zaouïa, cherche à se réorganiser en entités plus légitimes, plus respectables, se normaliser en quelque sorte par touche, afin de préserver sa part dans ce système de prédation, avec l'intention, sur le long terme, de contrecarrer une éventuelle nouvelle mobilisation populaire libyenne. Passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.